Bienvenue dans Capital Humain. Je suis Magali Siméon, ancienne dirigeante, membre de Comex dans des grands groupes et coach. J'ai vu à quel point les équipes, le capital humain peut transformer une entreprise. Mais la réalité est parfois difficile. Est-ce que vous avez du mal à attirer ou garder les meilleurs talents? Est-ce que vous êtes parfois frustré devant certains départs? Ou est-ce que vous vous demandez combien de vos salariés se lèvent chaque matin avec l'envie de donner le meilleur d'eux-mêmes? Dans ce podcast, nous proposons des histoires inspirantes et vraies, des stratégies concrètes pour transformer votre capital humain en un véritable levier de succès. Alors, est-ce que vous êtes prêt à transformer ou améliorer votre approche? Abonnez-vous et rejoignez-moi chaque semaine pour partager vos défis et célébrer vos succès. Aujourd'hui, je reçois le professeur Lejoyeux. Il est professeur de psychiatrie et d'addictologie. Il est chef de service au sein des hôpitaux Bichat et Beaujon. Il est surtout auteur de plus de 25 ouvrages et très récemment, il a écrit sur la bonne humeur et la bonne humeur au travail et j'ai voulu recueillir ses conseils et ses recommandations pour être dans l'entreprise, vigilant aux signaux faibles et puis pour identifier les actions essentielles à mener. Et là, surprise, il nous emmène pas exactement là où possiblement on l'attendait. Je vous laisse l'écouter. Professeur Lejoyeux, est-ce que vous pouvez, j'ai une première question, c'est pourquoi s'intéresser à la bonne humeur et au bien-être en entreprise? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous intéresser à ce sujet? Mon principal déterminant, la raison pour laquelle je m'y suis intéressé, c'est qu'il y a tellement de marchands de bonheur qui sont des usurpateurs, qui sont soit des gourous, soit des sectes, soit des gens qui vont abuser de vous ou qui vont vous donner des conseils extrêmement directifs, que je souhaite toujours avoir une approche très médicale du sujet. C'est-à-dire, si je fais passer une idée aux DRH qui nous écoutent, c'est que ne vous laissez pas trop, enfumer par ceux qui vont vous proposer du bien-être à l'heure du déjeuner, mais soyez capable de repérer et de prévenir les signes d'une maladie qui est maintenant bien connue, bien définie, qui s'appelle la dépression. Vous voyez, quand on dit on va prévenir le suicide en entreprise en faisant je ne sais quoi comme activité, si vous voulez, c'est vrai par exemple sur, sur l'amiante, on vous dit pas qu'il faut faire du bien-être, il faut éviter les conséquences de l'amiante. La psychiatrie est une discipline médicale avec des critères précis, des éléments de repérage précis et des possibilités de traitement très efficaces à condition qu'on les utilise à bon escient. Donc moi je voulais remettre un peu de raison et de médecine au milieu de tout ça. Alors, quand je vais me mettre dans le rôle du DRH, donc je suis DRH. Une de mes grandes obligations aujourd'hui, c'est de protéger la santé mentale des salariés de l'entreprise et de détecter des signaux faibles. Qu'est-ce que vous me recommandez de faire? Comment je m'y prends pour justement être à la place juste et faire des choses qui ont de l'efficacité? De gérer la santé mentale comme vous gérez les autres aspects de la santé de l'entreprise. C'est-à-dire en mettant en place des actions de prévention validées. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit « j'ai peut-être de l'hypertension », vous lui dites pas « viens, on va en parler ». Vous voyez, vous dites pas « je te tape sur l'épaule et ça va aller mieux, on va passer une demi-heure ensemble à prendre un café ». Vous êtes capable de repérer s'il y a des signes ou pas et de faire appel à des ressources spécialisées. Donc si vous voulez, il y a deux dangers pour un DRH. Le premier danger, c'est de ne pas croire qu'il y ait des facteurs émotionnels au travail. Le deuxième danger, c'est de jouer au psychothérapeute amateur. Alors, on va regarder les deux. Donc, le premier, les facteurs émotionnels. Vous avez créé quasiment, moi je dirais, une nouvelle discipline pour les RH, l'émotologie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment on s'en sert? Oui, alors, soyons clairs. L'émotologie, vous savez, ce livre qui nous réunit, qui s'appelle L'aventure de la bonne humeur, aux éditions Robert Laffont. J'ai eu envie aussi de m'amuser un peu à certains moments, c'est-à-dire de ne pas faire qu'un traité de médecine. Il y a des traités de médecine un peu partout, donc je me suis autorisé cette image de l'émotologie, mais surtout pour qu'au fond on accepte l'idée qu'il y a des émotions. Et sur les émotions, il y a deux choses qu'il faut savoir. Un, nous avons tous des émotions. Et c'est normal. Notre appareil psychique s'émeut. Quand il vous arrive quelque chose d'agréable, vous êtes ému. Quand vous voyez la femme ou l'homme que vous aimez, vous êtes ému.
Et celui qui est malade, c'est pas celui qui est ému, c'est celui qui n'est pas ému. Et le jour où vous n'aurez pas d'émotion en rentrant chez vous, le jour où vous n'aurez pas d'émotion en voyant qui vos enfants, vos petits-enfants, moi je serais très inquiet. Donc je suis très inquiet de celles et ceux qui me disent je n'ai pas d'émotion. Donc l'émotion, ça vient de motion, ça bouge entre des moments agréables et des moments désagréables. Et tout le sujet de la médecine, c'est de savoir à quel moment cette émotion qui bouge relève du champ du pathologique, relève du soin. Donc, n'ayez pas peur d'être hypersensible, n'ayez pas peur d'être ému quand tout va bien ou d'être ému quand tout va mal. Vous voyez, moi, je serais très inquiet de ceux qui auraient entendu, je sais pas moi, les attentats du 7 octobre et qui auraient dit, moi, je ne ressens rien. Mais c'est ceux-là qui vont mal. C'est pas ceux qui ont été émus. Donc, l'émotion est normale, mais il y a quelques critères médicaux validés qui permettent de faire la différence entre une émotion qu'on respecte, qui est un signe de bonne santé, et un bouleversement émotionnel que l'on traite. Alors, quels sont ces quelques signes, professeur ? Alors, je les ai mis en exergue dans mon bouquin. Oui. C'est 4 E que je souhaiterais mettre en avant. Le premier E, c'est quand l'émotion qui vient de motion arrête de bouger, quand ça bouge plus. Quand on passe dans une journée entre un moment gai parce qu'il nous est arrivé quelque chose de sympa et un moment triste parce qu'il y a un truc moins sympathique, tout ça est normal. Quand l'émotion est triste en permanence, quand elle ne bouge plus, ça c'est un premier signe. Le deuxième signe, c'est l'envie. Tant que j'ai envie de partir en vacances, j'ai furieusement envie de partir, ce qui est mon cas, là, vous voyez, je veux dire, je vous partage mes états d'âme, voilà, je sais pas si vous partez en vacances bientôt. Mardi. Donc vous avez très envie de partir en vacances. Voilà. Donc tout ça est bon signe. Vous voyez, vous me direz non, j'ai pas envie de partir en vacances. Je préférais continuer à faire mes podcasts et mon boulot de DRH, je serais inquiet. Vous voyez, tant qu'on a des envies et des envies de s'amuser, des envies de partir en vacances, quand on a une émotion triste et plus d'envie, là, c'est inquiet. Le troisième signe, c'est l'estime de soi. Tant que vous trouvez, vous pourriez être un peu plus payé. Vous trouvez ça, que vous pourriez être un peu plus payé, hein? Qu'avec ce que vous faites au quotidien, vous mériteriez un peu plus? Oui. Bon, bah ça, c'est bon signe. Ouais, le jour où vous allez voir votre patron, et ça vaut pour tous les DRH, en lui disant non, il faut que vous réduisiez mon salaire, je ne vaux rien. Vous voyez, ce que je fais ne vaut rien. Ou vous avez, je vous le dis de manière un peu en blaguant, mais où vous avez une perte d'estime de vous. Tant que vous trouvez que votre mari s'intéresse pas assez à vous, parce que vous êtes une dame formidable et vous mériteriez qu'il s'intéresse encore plus à vous, c'est bon signe. Le jour où vous vous dites je ne mérite même pas un mari, des enfants, là, il faut commencer à s'inquiéter. Donc vous voyez, la perte d'estime de soi, tant qu'on râle sur les autres, parce qu'on trouve qu'ils ne reconnaissent pas assez, qu'ils sont pas assez gentils. Et en entreprise, tant qu'un salarié a des envies, râle, trouve qu'il n'est pas assez reconnu, ça, c'est bon signe. Quand on a au contraire une perte de l'estime de soi, là, il va falloir ça. Le quatrième E est le E de l'énergie. Quand vous êtes aussi fatigué le lundi matin que le vendredi, nous tournons de podcast un vendredi, donc on a le droit d'être un peu fatigué, vous voyez. Mais quand le repos ne vous apaise pas, ne vous régénère pas, ne vous redonne pas de l'énergie, là, il faut s'inquiéter. Donc, il y a l'énergie qui est la bonne fatigue. Vous êtes allé courir, vous avez fait des choses et vous êtes fatigué. Ça, c'est une bonne fatigue. Il y a l'énergie de l'inaction, l'énergie qui ne cède pas au repos et qui, elle, est un indice inquiétant. Vous voyez, ces 4 E nous permettent de faire la différence entre des émotions qui sont complètement normales, qu'il va falloir respecter, avec lesquelles il va falloir faire, même si pour un DRH, c'est pas très simple de vivre dans des climats émotionnels avec des salariés qui demandent des tas de choses. Mais le message fort que je veux faire passer, c'est que le salarié qui demande rien, qui est dans son coin, qui est fatigué, qui a plutôt envie de bien faire, de pas se faire repérer, c'est celui-là qui va être probablement le plus à risque d'une maladie dépressive. Donc, vous voyez, celui qui vous prend le plus de temps, qui rentre dans votre bureau, qui vous demande des tas de choses, bien sûr qu'il faut l'entendre. Et il est légitime que vous l'entendiez. Mais soyez particulièrement vigilants vis-à-vis de celle ou celui qui a maigri, qui est un peu fatigué, qui est un peu triste, qui était une grande gueule et qui tout d'un coup ne l'est plus. Vous voyez, vous dites ouf et c'est à ce moment-là qu'il ne faut pas vous dire ouf. Je vous remercie parce que c'est concret, précis et donc ça s'applique à la prochaine réunion qu'on peut tous avoir et où on va voir quelqu'un effectivement qui, en fait, si je devais
mettre mes mots, qui s'éteint un peu en fait. Oui, exactement. C'est ça le facteur qui doit nous inquiéter. Exactement. Qui s'éteint un peu, c'est très juste. Et voyez, plutôt que d'essayer de rendre tout un collectif de travail heureux en faisant je ne sais quoi, du paintball ou des week-ends d'intégration, méfions-nous de cette portion de salariés qui fait le moins parler d'elle et qui, pour le coup, est à risque de dépression et de suicide. Donc moi, j'ai 2 idées pour les DRH. La première, c'est qu'ils connaissent un peu de psychiatrie. Vous voyez, ça fait jamais de mal de connaître ces signes-là, et du coup, après, on fait appel à un professionnel. La deuxième idée, c'est que eux-mêmes soient un peu, et on leur propose, et quand ils me joignent, je leur donne des pistes pour l'aide, eux-mêmes soient un peu accompagnés, supervisés. Le métier des psys n'est pas simple, le vôtre n'est pas simple non plus. Je sais que vous êtes très occupés, je sais que c'est compliqué, mais les quelques-uns qui ont pu se trouver d'une manière ou d'une autre, et vous voyez, on trouve, c'est certainement pas de la thérapie, je veux pas vous faire knock, ce sont pas des malades, mais la vie d'un DRH est compliquée et nécessite, comme la vie de toute personne en interaction, une dimension de supervision. Et ils vont proposer des coachings, des supervisions à tout le monde, et eux sont un peu les cordonniers les plus mal chaussés. C'est vrai. Parce que si un DRH dit, moi j'ai besoin d'être un peu supervisé, coaché ou accompagné, il se dit, je vais passer pour un malade, je vais voir un grand fou, on va moins me faire confiance. Donc, 2 idées. On repère les cas pathologiques, et sur cela, on fait appel notamment aux médecins du travail. Et soi-même, on se dit qu'on a des moments où on est un peu saturé, et c'est pas un signe de faiblesse que de mettre en place, peut-être un peu avant que ça arrive, une petite action de supervision. Mais c'est une super suggestion, c'est-à-dire qu'effectivement, considérer que le métier de DRH est un métier au carrefour à la fois à des expertises techniques et des expertises humaines très fortes. Imaginez que dans ce métier-là, la supervision aille de soi, sans aller jusqu'à dire obligatoire, mais qu'elle aille de soi tout le temps, parce que on évite de se cramer quand on est supervisé en amont. Quand on y va, alors c'est déjà bien quand on y va, quand on commence à se sentir pas très bien, mais c'est une super idée que je vais pousser avec ce podcast, c'est DRH, soyons accompagnés, supervisés, choisissons notre coach, et c'est pas un luxe. Et voyez, vraiment, coach, il faut faire très attention à qui accompagne. Bien sûr. Nous pouvons donner des avis sur justement, est-ce qu'il faut que ce soit des coachs, des psychologues, enfin en fonction. C'est vraiment à la carte. Mais je vais vous confier un secret. Je prêche beaucoup ça en entreprise, avec un succès très modéré. Comme si, au fond, le DRH, pour des raisons qui m'échappent un peu, était très réticent, lui qui entend toute la journée des souffrances, était très réticent, comme si, au fond, c'était une marque, vous voyez, d'inefficacité professionnelle, alors que moi, c'est ce que j'apprends aux médecins qui travaillent dans mon service, vous voyez, que le fait d'accepter de partager ces moments de doute, ces moments de découragement transitoire, vous voyez, c'est vraiment un signe de compétence professionnelle et pas d'incompétence. Oui, alors je suis 100% d'accord avec vous. Et c'est un signe de bonne santé mentale, c'est-à-dire d'être encore assez en distance pour se rendre compte qu'on peut en avoir besoin, que ça fait du bien, c'est un signe de bonne santé mentale. Et si vous voulez, moi j'aimerais bien une entreprise qui considère comme normal, pour entrer dans des détails triviaux, de financer à ses DRH ce type de supervision. Et aujourd'hui, c'est pas acquis, ou alors même si c'est financé, les DRH vont avoir peur d'en demander un financement pour justement, on va dire, tiens, il est en crise, est-ce qu'on lui fait confiance, etc. Donc, vous voyez, vraiment 2 idées simples. Et quand je vois, par exemple, les expériences d'autres pays, il est moins honteux de demander, probablement à un interlocuteur médical ou psychologue bien reconnu, auprès de qui il faut que se réalise cette supervision. Non, je suis vraiment d'accord avec vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, en tant que DRH, ce qu'on peut mener comme action qui auront une vraie efficacité, c'est-à-dire justement sortir du baby-foot pour aller vers des choses avec plus d'efficacité. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on a les bonnes actions ou quand on a les mauvaises actions ? Ouais. Alors, il y a 2 choses dont on est sûr qu'elles sont efficaces. C'est validé par toutes les études, donc on va pas raffiner. Mais on n'a pas beaucoup de temps, on raffine pas. Très bien. La première,
c'est de lutter contre la consommation d'alcool. Ok. Vous voyez, les after-work, c'est la mort de la santé mentale. L'institution de consommation d'alcool va faire qu'un certain nombre de salariés, il y en a qui vont prendre un verre, et moi je bois un verre d'alcool, je pense pas que ce soit pathologique, mais l'institution collective d'une consommation d'alcool, pour fêter la fin de la semaine, pour un moment de convivialité, etc., va révéler chez ceux qui sont les plus fragiles, et notamment les femmes maintenant, une fragilité aux troubles de l'usage. Donc là, on n'a aucun doute. Par exemple, le fait de boire plus de 3 verres d'alcool par jour augmente, multiplie par 10. Vous vérifierez le chiffre. À l'époque des fake news, c'est peut-être pas exactement le chiffre, mais global, on est dans un ordre d'idée qui est pas très loin. Multiplie par 10 le risque de suicide. Vous voyez, on a un facteur de mortalité là. Parce que de passage à l'acte, en fait. De passage à l'acte. Parce que on sait que l'alcool, si vous voulez, ça va augmenter l'état d'humeur dans lequel on est. Donc, si on est de bonne humeur, quand on est avec des copains, on a tous fait l'expérience, on débouche une bonne bouteille, je ne défends pas l'austérité, vous voyez. C'est très sympa, on augmente son niveau de bonne humeur. Pour celui ou celle qui vous dit rien, mais qui est justement d'un peu moins bonne humeur, l'alcool va augmenter son niveau de mauvaise humeur. Donc, on a un amplificateur. Donc, quand vous mettez en place des actions censées être un peu festives, soyez assez intransigeants sur la consommation d'alcool. Ouais. Deuxième chose, je suis allé il n'y a pas longtemps à un congrès de DRH parler de santé mentale et j'ai été accueilli à l'entrée par des gens absolument charmants. Mais il y a quelque chose qui m'a quand même frappé, c'est qu'il y avait un volute de fumée considérable et que tout le monde clopait à l'extérieur. Alors oui, on fait des grands sujets de manger bio, machin, les polluants, les perturbateurs endocriniens, est-ce que le téléphone est dangereux pour le cerveau, et ça on est au taquet là-dessus. Mais le paradigme aujourd'hui de l'exposition de sa santé, c'est je mange bio, j'ai un truc pour mon téléphone, un filtre pour mon téléphone, j'ai je ne sais quoi, je prends une eau minérale qui est parfaite et je fume. Le tabac et l'alcool sont responsables d'un tiers des hospitalisations. Là, je vous parle de Bichat. Un tiers des patients qui sont hospitalisés à Bichat le sont à cause de l'alcool et du tabac. Donc, des tout petits gestes. Et si on peut avoir une politique en lien avec la médecine du travail, anti-tabac. Et, pardon de vous le dire, si on a, je vais encore faire un plaidoyer pro domo, certains des DRH qui nous écoutent, qui fument, il faut dès aujourd'hui qu'ils prennent la décision d'arrêter. Ça va être la manière la plus simple, la plus rapide d'augmenter la santé de leur corps, de diminuer le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, mais aussi d'améliorer leur santé mentale. Parce que c'est déprimant. Parce que l'alcool est déprimant. Il contient plein de molécules déprimantes. À l'époque où on en est, vous voyez, à chercher des molécules toxiques, il y en a une qui est bien plus toxique que tout le reste, qui est le tabac. On signale avec une cigarette 50 fois plus de toxiques que tout ce qu'on peut avoir dans l'environnement, les polluants alimentaires, etc. Donc, vous voyez, il faut à un moment avoir une échelle objective des risques. Vous voyez. Moi, je veux bien qu'on soit, et je le suis, vigilant sur l'environnement, sur les pollutions, etc. Mais n'oublions pas qu'on s'auto-pollue gravement, on intoxique sa famille avec l'alcool et avec le tabac. Et plutôt que d'aller faire des grandes choses, moi, je reste un peu un médecin du quotidien, vous voyez. N'oublions pas ces deux poisons de la santé du corps et de la santé de l'esprit. Et la cigarette a aussi un impact sur notre santé mentale. Absolument. La cigarette augmente l'anxiété, on est plus tendu et augmente la fréquence des maladies dépressives. Donc ça énerve. Il suffit d'ailleurs que vous soyez ceux qui sont fumeurs en manque de cigarettes pour ressentir cet énervement, cet agacement, etc. Et ça déséquilibre les émotions. Et moi, je suis frappé à quel point les gens font des grandes thérapies, des grandes stratégies de relaxation, de méditation, tout ce que vous voulez. Ça marche moyennement. Ils arrêtent de fumer et ils changent de relation. En plus, ils gagnent de l'argent, vous voyez. Bah ça sera donc alors ça va c'est ma dernière question en forme de conclusion. Donc finalement, une fois qu'en tant que DRH, j'ai accepté l'idée que tout le monde a des émotions et que il y a des critères assez précis pour se rendre compte si quelqu'un est dans une position de retrait, ce qui peut être le signal 2, les deux premières actions essentielles qu'on peut mener dans une entreprise, c'est des vraies campagnes pour réduire la consommation d'alcool et des vraies campagnes pour réduire la consommation de cigarettes. Et on peut commencer arrêter la consommation de cigarettes. Arrêter.
on réduit l'alcool et on arrête la consommation de cigarettes. Et on se pose la question pour soi, parce qu'on a des DRH qui nous écoutent, est-ce que moi-même je fume? Et est-ce que c'est pas le bon moment, là, avant les vacances, je sais pas quand ce podcast sera diffusé, mais j'ai un bon moment, c'est très facile d'arrêter de fumer. Contrairement à ce qu'on pense, il y a des techniques, il y a des choses très simples à faire. Il faut juste que je dénormalise ce comportement et que je m'y mette. En 2-3 séances, on arrête de fumer. Alors, ma toute dernière question. De fumeuse, c'est très facile d'arrêter de fumer. Ok, vous me recommandez quoi? Alors, évidemment, les conseils doivent être personnalisés. D'accord. Ça veut dire qu'il faut avoir accès un tout petit peu à un professionnel du sujet. Okay. Moi, je pourrais répondre par mail et orienter, il y a aucun problème. Il faut vraiment, faut pas s'ébrouiller tout seul. Il faut se faire un tout petit peu aider. Il y a beaucoup de techniques qui marchent bien. L'hypnose marche bien. Les substituts nicotiniques, donc les patchs et la nicotine marchent bien. Et puis, je pense qu'à un moment, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui on valide cet arrêt du tabac. Et puis, on voit, il y a quand même différentes façons de rentrer dans le tabac. Quelquefois, c'est pour masquer des angoisses ou masquer autre chose. Et là, il faut voir un peu. Mais de toute façon, on est toujours gagnant quand on arrête de fumer. Et puis, il faut aussi une toute petite aide diététique, parce qu'un des sujets, les dames n'aiment pas prendre de poids, on le sait, les messieurs non plus d'ailleurs. Donc, avec une toute petite correction diététique. Donc, c'est pour ça que, très simplement, mais voyez, plutôt que d'aller faire des trucs très compliqués, il y a des choses à un petit investissement, grand bénéfice, quoi. Et là, on est vraiment là-dedans avec l'arrêt du tabac et l'arrêt de l'alcool et le repérage des maladies dépressives. Et vous voyez, moi, je voudrais que si je faisais un rêve, je rêverais que les entreprises, avec tout l'argent qu'elles mettent sur le bien-être, soient capables de financer, selon les modalités que les gens veulent, ces démarches-là, qui soient l'arrêt du tabac et de l'alcool. Mais faites investir en tant que DRH de l'argent dans des campagnes anti-alcool, faites investir dans des campagnes de dépistage, ou par exemple, vous voyez, lancer une formation générale sur comment est-ce qu'on reconnaît une maladie dépressive. Ça, c'est quand même des bons investissements. Vraiment, toutes les études montrent, et notamment les études nord-américaines, qui sont souvent un peu plus rigoureuses dans la méthode, que là, il y a un effet. Merci beaucoup, je vous laisse le mot de la fin. Merci. Professeur Lejoyeux. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le partager avec vos collègues ou avec d'autres dirigeants et à nous laisser une petite note. Ça fait toujours plaisir et ça nous aide beaucoup. Vous souhaitez en savoir plus? Abonnez-vous pour rester avec nous et sentez-vous libre de nous faire part de vos réflexions en commentaire. J'adore ça. Et si vous avez envie de partager votre histoire ou vos expériences, n'hésitez pas à me contacter sur mon site Lily facilite la vie info. À bientôt dans Capital Humain, le podcast pour que les salariés soient heureux et productifs.